Bienvenue sur Géopolitis. Ainsi donc, il y a un califat dans le monde, cet État islamique autoproclamé, à cheval sur la Syrie et l'Irak, dirigé par celui qui s'octroie le titre de calife, Abu Bakr al-Baghdadi. Compte tenu des combats actuels, que va-t-il advenir de ce territoire conquis par la force, par ces extrémistes islamistes qui, c'est un fait, ont surpris et choqué le monde entier par leur succès militaire et par leur fanatisme? Mais au fait, c'est quoi un califat? Quelle est donc cette entité historiquement connue et qui renvoie aux premiers temps du prophète? Quelle est la différence entre un califat, un État islamique ou encore une république islamique? Peut-on remplacer purement et simplement un État-nation par une entité religieuse? Un califat, pour qui, pourquoi, contre qui et contre quoi? Ce sont les questions que pose ici Géopolitis. Rappel historique. Le prophète Mahomet meurt en l'an 632. Ses disciples conviennent alors du système du califat ou succession en arabe comme étant le meilleur mode de transmission du pouvoir. Le calife est donc le successeur du prophète. Il a tout pouvoir pour diriger le peuple et faire appliquer la loi en terre d'islam. Comme on le sait, c'est précisément ce mode de désignation qui va engendrer la grande division, la grande cassure entre chiites et sunnites, les chiites estimant que la succession du prophète doit plutôt revenir aux membres de sa famille. Page d'histoire encore, le fait que, quelles que soient les dynasties, les Omeyyades à Damas, les Abbassides à Bagdad ou encore les Ottomans en Turquie, eh bien, toutes ont adopté le vocable et le titre de calife. Et puisque l'on parle de l'Empire ottoman, eh bien, il faut savoir que c'est le fondateur de la Turquie moderne et laïque, Mustafa Kemal, alias Atatürk, qui a aboli constitutionnellement le califat. Presque un siècle plus tard, voilà donc un nouveau calife autoproclamé, celui-ci un homme qui prétend avoir droit à ce titre, Abu Bakr al-Baghdadi, lequel estime que tous les musulmans doivent lui obéir. Il ne s'agit donc pas pour lui de remplacer une entité étatique par une autre, par exemple par une république islamique, comme il en existe en Afghanistan, au Pakistan ou encore en Iran. Il impose purement et simplement son califat. Dans l'immédiat, entre conquête territoriale et recul militaire, voilà à quoi ressemble cet État islamique. Il a sous son contrôle, en gros, un tiers du territoire syrien. Il entend contrôler la ville d'Alep et ne renonce pas à son idée de prendre Damas. En Irak, en gros, là encore, un tiers du pays est sous son influence, même si l'État islamique n'en contrôle pas chaque kilomètre carré. Les combats sont menés sur deux fronts, au nord-est de la Syrie, ainsi que tout le long de la frontière avec le Kurdistan irakien. Le territoire conquis représente un territoire grand comme à peu près 5 fois la Suisse ou les 2 tiers de la France. Le but, au-delà des régions riches en pétrole ou en blé, c'est de conquérir Bagdad. Pourquoi? Mais parce que Bagdad, c'était la capitale, le symbole de l'âge d'or du califat des Abbassides du 8e au 13e siècle. Alors ce pseudo-califat actuel aura-t-il le même destin glorieux? Eh bien, on peut en douter. C'est un système totalitaire qui règne par la terreur pour et au nom de la charia et qui, à l'image des talibans en Afghanistan, impose sa loi et ses directives. Port du voile obligatoire pour les femmes, fermeture des coiffeurs et autres échoppes de barbiers, mise à l'écart des gynécologues hommes dans les hôpitaux, interdiction de toute image, affiche ou réclame en provenance d'un Occident jugé corrompu et corrupteur, interdiction de l'alcool, peine de mort automatique pour tout acte jugé adultère, sans oublier la violence à l'état brut à l'encontre de l'ennemi, avec des pratiques telles que décapitation ou crucifixion. Un système qui est tout sauf inorganisé, l'État islamique s'appuie par la violence sur les structures étatiques ou civiles existantes, à l'exemple de ce qui se passe à Raqqa, devenue de fait la capitale de cet État islamique. Que ce soit en Irak ou en Syrie, le territoire conquis est divisé en différentes wilayas avec un juge islamique en chef pour chacune de ces provinces. On estime que l'État islamique empoche de 2 à 3 millions de dollars par jour en important de Syrie des produits pétroliers dérivés pour les revendre en Irak
dans des régions sous son contrôle. Les djihadistes, lors de leur toute première conquête territoriale, se sont rués sur les champs pétroliers et les raffineries. Ils contrôleraient près d'une centaine de puits. Autre grande source de revenus, le blé, car l'État islamique tient de vastes secteurs des 5 provinces les plus fertiles de la région, d'où provient en gros 40% du blé produit à l'échelle nationale. On dit même qu'une partie de ce blé est vendue ou revendue à l'administration irakienne. Les stratèges de l'État islamique tirent profit de tout. Ils ont mis au point des taxes et collectes imposées à l'ensemble du commerce local et des droits de passage sont perçus jusqu'à 30% de la valeur des marchandises sur tous les biens qui entrent dans le territoire. Des taxes diverses sont également imposées sur tout ce qui est acheminé par les organisations humanitaires, notamment les ONG des pays limitrophes comme la Turquie. La guerre se fait aussi sur le terrain de la communication. La production et la diffusion d'images vidéo ont un triple but: faire connaître les actions du mouvement, inspirer la terreur et enfin recruter de nouveaux militants, ainsi fascinés par la violence physique et verbale qui se dégage de tous ces documents. Un flux constant de ces images est désormais assuré sur les réseaux sociaux. D'une manière générale, ces images sont d'une très grande qualité vidéo, y compris sur Internet, et le mouvement met l'accent sur tous ces combattants étrangers qui sont venus en Syrie et en Irak et qui, se prêtant au jeu de la caméra, expliquent la mission qui, disent-ils, leur a été confiée par Dieu et qui consiste à tuer l'ennemi. L'ennemi étant les soldats des régimes syriens et irakiens en particulier, mais aussi l'ensemble des infidèles, des impies, qu'ils vivent dans la région, en Europe ou en Amérique. L'invité de Géopolitis, Madame Mallory Schnövely-Purdy, vous êtes sociologue, universitaire, spécialiste de l'islam et présidente du groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Faisons un peu d'histoire. Est-ce qu'il y a eu des grands califats? Est-ce qu'il y a eu des grands califes? Puisque c'est le mot à la mode maintenant. Oui, alors effectivement, ces termes de calife et califat sont très, très à la mode actuellement. Donc le calife, en fait, est une notion qui remonte au premier temps de l'islam, à la succession du prophète Mohammed déjà au 7e siècle. Et les musulmans s'accordent pour reconnaître 4 grands califes, les bien guidés, qu'ils appellent les bien guidés, qui sont Abou Bakr, Omar, Othman et Ali. Abou Bakr, tiens, entre parenthèses, c'est le nom que se donne l'autoproclamé calife actuel. Exactement. Oui. Il y a eu des grands califes. Alors ces califes sont ceux qui ont fait un peu l'unanimité, qui ont marqué le début de l'ère musulmane, qui ont marqué les conquêtes de la civilisation arabo-musulmane. Mais après ces 4 premiers califes qui étaient plus ou moins unanimement reconnus, car ils ont quand même pour la plupart été assassinés, donc leur reconnaissance éclair montre quand même ici qu'elle était limitée, il y a eu des dynasties califales ensuite. La première était justement la dynastie des Omeyyades, qui ont instauré leur califat à partir de Bagdad. Et c'est sur les Omeyyades que l'empire, la civilisation arabo-musulmane s'est étendue. On peut parler de territoire ou presque déjà de, entre guillemets, nation? On peut parler d'un territoire. Le califat, justement, est vraiment le territoire sur lequel l'autorité du calife s'exerce. Et à l'époque omeyyade, donc entre le 7e siècle et le 8e siècle, en 750, ce califat s'étendait vers l'ouest, en Espagne, à l'est, sur les fleuves de l'Indus. Exactement. Donc on avait vraiment un territoire alliant l'Europe au... Et le but, la finalité, c'est quoi? C'est d'avoir un maximum de territoire sur lequel on peut imposer cette loi islamique? Non, ce n'est pas la finalité. C'était simplement les logiques, en fait, des empires à l'époque qui étendaient leur territoire et leur influence. On a aussi les Carolingiens, les empires français, britanniques, etc., qui se sont étendus. À partir de 750, ce califat omeyyade disparaît, est renversé par une révolution sanglante par les Abbassides, qui tiennent leur nom de Abbas, qui était un oncle du prophète, et eux déplacent leur capitale de Damas à Bagdad. Et le califat abbasside a duré jusqu'au XIIIe siècle à peu près, et c'est vraiment à lui qu'on doit l'expansion intellectuelle, philosophique, dans le domaine des mathématiques, de l'algèbre, de l'astronomie, de l'arithmétique. Donc vraiment une grande époque de ce monde arabo-musulman. Exactement, une grande époque. Pas juste une petite parenthèse, quelque chose d'important. De très important, ça. C'était vraiment une époque qui a montré le rayonnement intellectuel et philosophique et qui a beaucoup marqué les musulmans. Et on retrouve entre Damas et Bagdad. On se retrouve entre Damas et Bagdad. Non, c'était pas un hasard. C'est vraiment pour ça que cette région est aussi tellement symptomatique, symbolique, qu'elle a vraiment une grande importance dans l'histoire de l'islam et dans l'imaginaire aujourd'hui. Et puis un jour, il n'y a plus de califat.
Il y a plus de on l'abolit. Est-ce qu'il en a résulté une forme de traumatisme dans le monde arabo-musulman? Oui, alors la fin du califat, c'est vraiment la chute de l'Empire ottoman. C'est à partir de 1924 que Mustafa Kemal Atatürk abolit définitivement le califat. Et ça a vraiment créé un traumatisme dans l'histoire musulmane et dans l'histoire de l'inconscient musulman, dans le sens où pour la première fois, depuis le début de l'ère islamique, il n'y a plus une seule référence qui pourrait faire autorité. Mais il n'y a plus qu'une nation. Pourtant, il y a quand même un État neuf, la Turquie laïque qui s'impose. Mais quand même, il y a une nostalgie de ce califat-là. Disons déjà l'État neuf qui s'impose. La Turquie n'est plus arabe, donc ça montre aussi il y a eu déjà des conflits à ce moment-là, par rapport au califat ottoman qui n'était plus un califat arabe, donc des luttes assez intestines entre les Turcs et les Arabes. Donc ce n'est plus la même référence. La Turquie, en plus, est un État laïque, donc un État qui, pour la première fois, sépare la dimension temporelle de la dimension spirituelle. Donc le traumatisme, il est là, c'est cette perte d'identité, si j'ose dire, d'identité religieuse. De filiation, je dirais, de filiation aux origines, d'une part, mais aussi finalement cette perte d'une référence d'un territoire administré permettant aux musulmans de vivre selon les règles de l'islam. Parce que finalement, sous l'autorité du calife, c'était ça. Le calife se devait aussi de conduire la communauté des musulmans. Du reste, le calife se nommait aussi le commandeur des croyants. Alors, on a très peu parlé de ce traumatisme, et est-ce que ça explique le fait que tout d'un coup, ça arrive maintenant ce nouveau califat et puis ça surprend tout le monde. Au-delà de tout ce qui se passe de la violence, ça surprend tout le monde. Disons que oui. Alors il y a une part de ce traumatisme, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que le califat, tous les musulmans ne sont pas pour réinstaurer un califat. C'est une certaine tranche de musulmans qui est pour réinstaurer ce califat. Alors, quels sont ceux qui sont plutôt pour et quels sont ceux qui sont plutôt contre, si j'ose dire? Alors ceux qui seraient plutôt pour sont les musulmans pour qui l'histoire de l'islam est très importante et qui se remémorent cet âge d'or, qui aimeraient restaurer un islam des origines, revenir à cette époque et réinstaurer ce califat sur ce territoire. La majorité des musulmans, en tout cas en Europe, ne sont pas forcément pour la remise en frontière fait d'un État et disent qu'ils n'ont pas besoin finalement d'autres autorités spirituelles, que le musulman est seul face à Allah, qu'il n'a pas besoin d'une autorité spirituelle pour le conduire. Est-ce que là on retrouve le grand clivage entre chiites et sunnites ou ça n'a rien à voir? Entre ceux qui sont plutôt pour et ceux qui sont contre le retour de ce califat? Je dirais que les chiites ont, eux, leur structure cléricale qui leur est propre. Donc, a priori, je dirais hiérarchie, que c'est ça. Voilà. Le califat a toujours été beaucoup plus sunnite, à part le califat fatimide qui était un califat chiite, le califat du Caire. Il y en a eu un. Il y en a eu un. Oui, il y en a eu un très important. Mais disons qu'à passer ça, ils ont une structure hiérarchique qui est la leur. Et le califat que l'on voit aujourd'hui est un califat qui se veut résolument sunnite, salafi, avec une vision très, très, très rigoriste, très normative de l'islam et qui en appelle justement un combat violent contre... Alors, on peut comprendre qu'il y a une certaine nostalgie, en tout cas pour ceux qui sont pour le retour de ce califat, et sans évidemment prendre en compte toute cette violence et cette cruauté actuelle. Est-ce qu'on doit comprendre qu'il y a quelque chose de positif et qui résonne positivement dans l'esprit d'un certain nombre de gens du monde arabo-musulman? Disons que c'est vraiment aussi revenir en question sur l'histoire récente du XXe siècle, sur la colonisation, sur les accords Sykes-Picot. On remet qui délimitait toutes les frontières de cette région. Exactement. Donc, ces frontières, elles n'ont jamais fait l'unanimité. Les États arabes se sont toujours disputés sur les frontières ethniques, linguistiques, culturelles. Et aujourd'hui, le califat islamique veut justement renglober ce territoire allant de la Palestine à la Jordanie, en passant par l'Irak et la Syrie, où ils veulent instaurer leur État. Donc remettre vraiment en question non seulement ces frontières ethniques, culturelles, linguistiques, remettre des frontières islamiques et remettre en question la suprématie de l'Occident qui a divisé ces territoires. Donc il y a un certain nombre de choses qui convergent avec l'aspiration peut-être politique d'un certain nombre de musulmans. Oui, certainement, certainement. Cela dit, à votre avis, ce califat-là dont on parle, il a des chances de survivre à des attaques, des bombardements? À mon avis, il n'a que très peu de survivre à des attaques et même au temps simplement. Car le discours finalement qu'il défend est un discours qui est dirigé vers le passé, qui n'est pas dirigé vers l'avenir. Et pour qu'un État puisse subvenir, il faut aussi qu'il se dirige vers l'avenir et pas uniquement vers le passé. Merci, Mallory Chenevenu-Pordy. Je rappelle que vous êtes entre autres présidente du groupe de recherche sur l'islam en Suisse. Merci à vous. Merci. Ils ont réussi à eux seuls à se mettre le monde entier à dos. C'est un exploit. On aura rarement vu une telle unanimité à l'encontre d'un mouvement, il est vrai, d'une nature tout aussi nouvelle qu'inquiétante. Toutes les nations, tous les gouvernements et tous les leaders de la planète s'accordent pour stigmatiser la violence aveugle, la cruauté d'un autre âge et le mépris absolu de la vie qui caractérise ces djihadistes de l'État islamique. Mais chacun argumente en fonction de sa propre sécurité et de ses propres angoisses.
Ainsi, on le voit bien, l'Occident a surtout peur des attentats commis sur son sol. L'Irak se préoccupe de son existence même en tant que nation. L'Iran redoute cet État islamique sunnite à ses frontières. Les monarchies sunnites des pays du Golfe craignent par-dessus tout la contagion de ces tendances extrémistes. En somme, toutes et tous ont d'excellentes raisons d'armer ceux qui mènent concrètement le combat contre ces djihadistes. Question: au-delà de ces alliances mécaniques et de circonstances, que subsistera-t-il d'actions communes lorsqu'il s'agira de gérer ce territoire irako-syrien quand il ne sera plus, car tôt ou tard il ne sera plus, aux mains des extrémistes de l'État islamique? Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, vos commentaires sur cette édition de Géopolitis, à votre disposition des documents vidéo, de l'infographie, des sites internet, la possibilité de podcaster cette émission de la RTS, et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.